On peut envisager la décision de dissoudre comme un exercice d'autodestruction, et d'autodestruction à la fois de la politique française, mais à la fois aussi de ce qu'était le macronisme. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Il y a un an, le 9 juin 2024, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Vincent Trémollet de Villers, comment l'aviez-vous vécu à l'époque et comment l'expliquiez-vous? Quand nous avons appris la dissolution, il était 19h30 et certains dont je faisais partie ne voulaient pas y croire, tant cette décision apparaissait comme déraisonnable, voire complètement folle, hein, pour dire les mots. Donc qu'est-ce qui a présidé à ce choix? Plusieurs analyses s'affrontent. Bon, il y a bien entendu le score triomphal de Jordan Bardella qui a poussé Emmanuel Macron à se dire « il faut rendre la parole au peuple » puisque le score des élections européennes nous indique une forme d'insurrection civique, mais ça n'est pas suffisant. Est-ce qu'il faut y trouver un élément personnel, quelque chose dans la psychologie du président? Et donc là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait mystérieux, parce que, évidemment, Emmanuel Macron, comme il ne peut pas se représenter selon la Constitution, son deuxième mandat était plus compliqué, mais là, il a accéléré le déclin de la force et de la forme politique qu'il incarne. Et il l'a accéléré volontairement, personne ne l'obligeait. Je pense que si au soir des Européennes, il avait reconnu la victoire du RN, qu'il avait décidé de remanier son gouvernement, voire de changer de Premier ministre, les Français partaient en vacances et peut-être même que le budget était voté l'année d'après. Parce que ça a été une autodestruction pratique de ce qu'était l'Assemblée nationale, mais aussi de la politique française. L'instabilité est devenue le propre de la politique. C'est-à-dire qu'on a quand même vu François Bayrou se féliciter d'avoir fêté 100 jours à Matignon. Donc là, c'est une atmosphère de 4e République. Et nous vivons tous, et les citoyens et les journalistes politiques, avec l'idée que tout peut arriver à tout moment. Un an après, 2 gouvernements plus tard, les objectifs sont-ils accomplis? Ben non, parce qu'on partait d'une assemblée avec une majorité relative. Là, on a une assemblée fragmentée avec une minorité de gouvernement. La politique, finalement, s'est arrêtée ou s'est limitée dans son exercice législatif à des projets de loi très consensuels, dont le plus emblématique est le narcotrafic, qui a donc été voté au printemps dernier. Pour le reste, Michel Barnier a tenté de faire passer un budget comme il y a pu, il n'y est pas parvenu, et François Bayrou a sauvé ce budget. Et François Bayrou sait qu'il tombera au prochain budget et que là, il y aura quelqu'un qui jouera son rôle. Donc ce sont des ambitions politiques extraordinairement limitées, réduites, et qui installent un climat qui est un peu décourageant, je pense, pour les citoyens. Donc la politique devient comme une espèce de théâtre d'ombre. On a un président de la République qui ne pourra pas se représenter. On a maintenant sa principale opposante qui voulait lui succéder, Marine Le Pen, dont on a compris qu'il y avait de fortes chances qu'elle ne pourrait pas non plus se représenter. On a un Premier ministre qui est à Matignon, mais dont l'esprit est le plus souvent maintenant dans les montagnes du Béarn. On a l'impression qu'il a acté lui aussi le fait qu'il était en sursis et qu'il allait partir dans quelques mois. Et on a une assemblée qui, hormis la loi fin de vie, qui symboliquement donne une touche crépusculaire à cette assemblée, s'épuise en PPL hallucinante, quoi. C'est la foire à la saucisse sociétale, je ne peux pas toutes vous les citer, mais vous avez une PPL pour savoir si on peut donner son sang dans l'entreprise, une autre sur le chemsex, une troisième sur la discrimination capillaire, le fait de dire que quelqu'un est chauve devient un acte de discrimination, enfin bon, des choses qui sont quand même tout à fait secondaires, ou sinon ce sont des PPL symbolique. Donc on a une assemblée qui fait semblant de faire des choses, et tout ça crée un climat fantomatique, sombre, finissant, et sans que l'on trouve de perspective autre, et on se dit qu'il va falloir tenir dans cette atmosphère de délitement pendant encore 2 ans. Pourtant, Emmanuel Macron redonnait la parole au peuple. Ceci aurait pu être une bonne chose pour revitaliser la vie politique. Donner la parole au peuple, il y avait quelque chose, c'est toujours très sain de faire ça, et si ça avait été programmé, organisé, réfléchi, il y avait quelque chose de plus pertinent. Ensuite, l'Assemblée nationale qui a été dessinée par les élections législatives n'est pas tout à fait représentative, en tout cas des résultats du premier tour et des élections européennes, parce qu'il y a eu cette fameuse alliance législative
un peu baroque et un peu de circonstance qui a fait que de LFI au Parti Renaissance, on a eu un accord tacite pour essayer de faire barrage au Front National. Comme le seul programme était d'empêcher que Jordan Bardella soit Premier ministre, une fois que cet empêchement a été réussi, on s'est retrouvé avec une Chambre des députés très fragmentée, sans aucune vision d'ensemble, et avec comme seul rôle celui d'exprimer l'archipélisation du pays. Ça aurait pu être évité, je pense, en tout cas. Mais là, donc maintenant, on est dans un système qui est appelé à durer, avec 3 grandes forces, dont aucune ne dégage une possibilité majoritaire. Ce qui est très le nœud de la politique française qu'ont révélé ces élections législatives après la dissolution, c'est que vous avez une majorité de Français qui est favorable aux grands points qui font le succès du Rassemblement national, c'est-à-dire la lutte contre l'immigration, la lutte contre l'insécurité et une forme de volonté de retrouver de la souveraineté industrielle et économique. Et puis, vous avez dans le même temps une majorité de Français qui ne veut pas du Rassemblement national à la tête de l'État. Et donc vous vous retrouvez avec ces 2 impératifs majoritaires qui se contredisent. Et c'est là où vous avez la formule le nœud démocratique de Marcel Gauchet, mais elle est très forte. C'est-à-dire qu'à bien des aspects, cette situation apparaît comme insoluble et malsaine, en fait. Je crois que c'est cette crise que la dissolution a provoquée, a révélée, et que nous n'en sommes pas sortis, et qu'on pourra en sortir qu'avec l'élection présidentielle. Guerre, dette, immigration, insécurité. La France doit faire face à plusieurs crises en même temps. Et pourtant, l'Assemblée nationale fait du surplace. Comment débloquer une telle situation? Le seul moyen de faire des choses dans cette situation, c'est d'aller au peuple. C'est la légitimité populaire. Alors il y a 2 façons d'aller au peuple. Vous pouvez aller au peuple par le référendum. Bon, ça fait partie des scénarios envisagés par l'Élysée. Mais il y a aussi répondre aux demandes évidentes des citoyens par des projets de loi ou des propositions de loi qui, si elles arrivent devant les députés, même des députés qui y sont hostiles pour des raisons tactiques, etc., seraient bien embêtés. On va prendre un exemple. Au lendemain de l'émeute que nous avons vue ce week-end après la victoire du Paris Saint-Germain, s'il y avait très vite une proposition de loi demandant de durcir la chaîne pénale pour les délinquants qui jettent des vélos sur le périph' ou des mortiers d'artifice sur les policiers, et je pense que beaucoup de députés, même qui sont défavorables au départ, se sentiraient obligés de voter cette proposition de loi parce qu'il y a un tel assentiment dans la population qu'ils ne pourraient pas faire contre. Sur les questions de sécurité, c'est évident. Sur les questions d'immigration, ça me paraît évident aussi. Malheureusement, et Michel Barnier et François Bayrou ont envisagé leur poste comme un poste qui consiste à faire de la petite cuisine parlementaire. Et donc les décisions qui sont prises ne doivent pas être jugées en fonction de ce que veut l'opinion publique, mais en fonction des équilibres très fragiles de l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est cette distorsion entre la vision microscopique du Premier ministre et les problèmes macroscopiques du pays qui crée aussi l'impression de malaise, de désintérêt. On doit quand même être frappé quand on est un observateur de la vie politique, comme les Français s'intéressent de moins en moins à la vie politique. Il y a un exemple un peu frappant, c'est l'émission de Karine Le Marchand, Ambition intime, qui a été diffusée dimanche dernier avec Gérald Darmanin, Jordan Bardella, Sandrine Rousseau, Fabien Roussel. C'est une émission qui, il y a 10 ans, faisait des très gros scores d'audience. Ça n'a pas été le cas là, comme si les Français avaient décidé de changer de chaîne quand on leur parlait de politique. Dans ce contexte, la France peut-elle vraiment attendre 2 ans avant 2027 ? Il faut passer le budget. Donc si François Bayrou n'y parvient pas, et là, nettement, il prépare son départ avec un budget très ambitieux, avec 40 milliards d'économies, et il veut, comme Mendes France était partir sur l'Algérie, lui partir sur la question de la dépense publique. Derrière, il faudra un Premier ministre qui fasse passer le budget. Et là, on arrive aux élections municipales en mars 2026, et à la sortie des municipales, on rentre dans la pré-campagne présidentielle. Donc en fait, c'est 2 ans perdus pour des décisions qui doivent être prises pour le pays, mais politiquement, il faut gagner 3 mois par 3 mois, et à la fin, on y arrivera. Mais c'est évident que ça va créer à la fois un sentiment de frustration, d'impatience, de lassitude, et ça peut nourrir plusieurs choses, ou de l'indifférence et de l'abstention, ou une forme de colère froide qui s'exprimera par
un vote radical. C'est une société de très grande défiance. Je crois que nos politiques parfois ne le mesurent pas assez, notamment dans les décisions qu'ils prennent, qui sont des petites décisions vexatoires, notamment les normes, mais qui peut donner aux élections présidentielles de 2027 un tour extrêmement impressionnant dans sa dimension que l'on peut qualifier de populiste selon les termes que l'on donne, mais en politologie c'est comme ça que l'on appelle l'expression civique d'un ras-le-bol et d'une volonté de renversement total de l'ordre en place.